midi dans vos maisons. Je suis certain que vous êtes vraiment branchés sur S-Media TV3 pour suivre votre émission sportive présentée bien par Djouroua John. Aujourd'hui, vous savez tous, cette émission a pour objectif de vous informer sur les actualités sportives. Mais aujourd'hui, ça sera en contrôle parce qu'on va parler sur un thématique, sur un sujet qui est vraiment bien précis. On parlera sur le football de la jeunesse. Le football de la jeunesse, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut? Mais il y a déjà un expert sur ce plateau. Lui, c'est Messieurs Papi Mavoua Makonga. C'est un expert, c'est une personne qui est vraiment habituée de ce genre de sport, de ce genre de niveau de sport. Derrière les caméras, je signale comme ça la présence de celui qu'on appelle John Kalunda, fidèle à Mehdi, qui assure du côté de la prise de vie et pourquoi pas Timbambi Avanga. Merci avec cette ingéniosité du côté de la régie finale. Comme je le dis, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un intervenant, d'un expert, d'un manager sportif. Lui, c'est Messieurs Papi Makonga Mavoua. Il est déjà là sur notre plateau, que je lui dis bonsoir. Bonjour et merci, je suis ravi d'être ici. Merci pour l'invitation, qu'on puisse échanger un peu par rapport au football des jeunes, mais au football congolais aussi, au football mondial, entre guillemets. Donc voilà, je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Voilà, Monsieur Papi Mavoua Makonga est là, manager, membre aussi de Solidarity City. Mais avant cela, vous et nous, on va chercher à découvrir ensemble qui est Monsieur Papi Mavoua Makonga. Alors, je suis qui je suis? C'est une bonne question. Donc, je suis Papi Mavoua Makonga, donc je suis franco-congolais. Franco-congolais. Je suis né au Congo. Je suis parti du Congo à l'âge de 9 ans. Donc je vis en France depuis plus de 40 ans. Voilà, je ne sais pas après si vous avez des questions. Ouais, Monsieur Papi, franco-congolais, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est ça, on veut vraiment savoir un peu de l'intégralité sur la personne de Monsieur Papi. Mon histoire elle est simple, hein. Je suis parti du Congo à l'âge de 9 ans par le biais de mes parents qui ont souhaité que j'aille faire mes études en France. Donc je suis parti avec mon oncle et ma tante en ayant fait mes études. Moi j'ai toujours joué au foot ici au Congo. Je dormais avec mon ballon, dans la rue on jouait au football. Et lorsque je suis parti en France, malgré que je devais faire mes études, mais moi dans mon cœur c'était le football. C'était football. Donc j'ai grandi dans le football là-bas, j'ai été formé là-bas, j'ai insisté auprès de mes parents pour pouvoir jouer au football. Donc j'ai une carrière de joueur professionnel, donc j'ai joué jusqu'au niveau national. Et tout simplement avec ma carrière de joueur, j'ai eu des formations. J'étais au centre de formation. J'étais dans un centre de formation. Donc moi le football ça m'a en fait éduqué. D'accord, ça m'a éduqué parce que ça m'a empêché de faire des bêtises. Ça m'a empêché de faire des mauvaises choses parce que j'étais concentré principalement sur le football. Donc du coup ça m'a empêché de faire beaucoup de bêtises là où je vivais en France. Donc voilà. Donc après ma carrière, entre temps, j'ai fait mes formations d'entraîneur. Donc j'ai un brevet d'état, je suis BEF. C'est BEF en France, c'est l'équivalent de licence A ici, je crois. Et donc je suis aussi préparateur mental. Et mon métier principal, en fait, je suis éducateur territorial pour une ville. Donc je suis fonctionnaire d'État dans le sport. Et puis je suis responsable directeur technique d'un club sur la banlieue parisienne, dans 93, là où il y a le gros vivier, justement, on en parlera tout à l'heure, le gros vivier du mondial au niveau du football, donc dans le 93, et je suis responsable technique d'un club de Stein, et je suis entraîneur principal de l'équipe première. Et donc voilà, on travaille avec les présidents là-bas, et puis voilà. Et entre-temps, dans ma vie personnelle, j'ai ma soeur qui savait tout ce que je faisais là-bas en France. Depuis quelques années, elle me dit non, il faut que tu ailles au Congo. À chaque fois que j'y vais, moi, je vois ce qui se passe et tout ça, je pense tout le temps à toi. Et puis il y a 3 ans, j'ai un ami qui est Jean-Claude Voumine,
qui est président de Foot Solidaire International, donc, qui est d'origine camerounaise, avec qui on a joué ensemble pendant des années à Saint-Gratien, et lui qui a été international camerounais. Donc il m'avait sollicité par rapport au projet Foot Solidaire, parce que c'est un comment dire ça, c'est un projet qu'il a mis en place depuis pas mal d'années. Là, Monsieur Papy, on arrivera. On avait juste besoin de savoir qui est Monsieur Papy. On a tous compris, Monsieur Papy était un passionné du football depuis l'âge de 9 ans. Est-ce que ça sera empêché de nous citer que peut-être les équipes que vous avez pu jouer ici, à l'âge de 9 ans, s'il n'y en a pas, même en Europe là-bas, quelles sont ces équipes que vous avez pu faire quand même ton carrière professionnelle? Ici, j'ai pas joué dans un club. On jouait dans la rue, hein. Moi j'ai grandi à Massina. Mon coucou, le quartier 3, donc je me... voilà. Donc un petit coucou à eux. Donc j'ai grandi là-bas, donc lorsque je suis parti en Europe, je suis arrivé dans un premier temps, mais mon oncle ne voulait pas que je joue au foot. Donc de 9 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai pas joué dans un club. J'ai commencé tard pour la France. Commencer à jouer au football dans un club en France à 16 ans, c'est très tard. C'est très tard. Voilà, souvent les enfants commencent très tôt, d'accord, à l'âge de 5 ans, on commence déjà dans les écoles de foot. Donc moi j'ai commencé assez tard parce que mon oncle ne voulait pas que je joue au foot parce que j'étais parti en France pour les études. Donc lorsque j'ai commencé à grandir, donc je jouais dans les quartiers, dans ma cité où je vivais en France, à Stein, où j'ai grandi. Donc, et j'ai signé ma première licence au club de Garges-les-Gonesse. Garges-les-Gonesse, donc c'est un club qui est au niveau régional, donc c'est un niveau intermédiaire, hein, donc, sur la région parisienne. Donc c'est un championnat de Paris, la Ligue de Paris. Et donc j'ai vite gravé les échelons. J'ai commencé à marquer des buts parce que je jouais attaquant. Et quel poste précisément? Moi, je jouais 9,5 derrière l'attaquant, 10. Voilà. C'était mon poste principalement. Donc j'ai commencé tard. Mais malgré cet âge tardif, je me suis battu. J'étais quelqu'un de très discipliné. J'écoutais beaucoup les anciens ou quoi que ce soit. Donc j'ai joué à Garges. Ensuite, après Garges, j'ai été repéré par le club du Red Star, qui est actuellement en national. C'est un des plus anciens clubs en France aussi, le Red Star 93. Donc j'ai été recruté au Red Star, où j'ai fait une année seulement en centre de formation. Donc cette année-là m'a vraiment beaucoup appris parce que être dans un centre de formation, t'entraîner le matin, l'après-midi, toutes ces choses-là, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu des gros formateurs, des bons formateurs, Patrice Lecornu, François Gilles, c'est des formateurs qui ont été ensuite au PSG, qui ont formé beaucoup de joueurs à Paris Saint-Germain, dont par exemple je parlais dernièrement avec Youssouf Moulongou, qui a été formé par François Gilles au PSG. Donc c'était aussi des entraîneurs que moi j'ai eu au Red Star. Ensuite, une fois que j'ai fait une année au Red Star, je découvrais un peu le milieu professionnel, c'était un peu difficile pour moi parce que je n'avais pas certaines habitudes. Et donc, comme je n'avais pas spécialement un contrat professionnel, donc j'ai dû partir sur un autre club à côté, à Levallois-Perret. Levallois, on était en National 2. Et là, j'ai eu la chance à cette époque-là de jouer avec un joueur comme Didier Drogba, donc, qui était coéquipier avec moi. On était dans le même effectif avec Didier. Voilà. Donc après, j'ai eu mes enfants. Donc j'ai pris le choix de descendre un peu de niveau pour me consacrer purement à mes enfants. Donc j'ai fait une année aussi à Levallois, donc je suis parti dans un club qui s'appelle Entente Sanois Saint-Gratien. Donc à l'époque c'était un petit club, niveau régional toujours. Voilà. Donc du coup j'ai eu la chance avec ce club-là pendant 8 ans, on est monté jusqu'en national, on a raté la montée en Ligue 2 la dernière année que j'ai fait là-bas. Donc voilà, c'est là où j'ai fait vraiment la plus grande partie de ma carrière. Donc on est monté chaque année, j'étais le fer de lance du club, l'enfant du club. Donc je vis d'ailleurs dans cette ville-là encore. Et donc voilà, après je suis parti au Racing Club de France. Donc c'est aussi un gros club, le maillot ciel et blanc. Et donc c'est un grand club français, même si c'est l'ancien Matra Racing, où il y a Eugène Kabongo. Eugène Kabongo, qui est un international congolais aussi. Voilà, donc
Voilà. Alors, monsieur Papi, m'envoie rapidement, on va dépasser à d'autres choses. Dans tout ce club que vous avez cité, à part Didier Drogba, est-ce qu'il y a aussi des joueurs congolais ou soit d'autres nationalités que vous avez joué avec eux, des visages connus qu'on peut dire maintenant là? Après, des visages connus, je ne sais pas s'il y a des visages connus par rapport au Congo. Après, il y a des joueurs, oui, français qui sont reconnus. Stéphane Carnot. Stéphane Carnot. Qui est responsable de Guingamp maintenant, okay. du recrutement à Guingamp. Laurent Chicheski, Jérôme L'Empereur, Maxime Baka, enfin il y a eu pas mal de joueurs. Alors vous gardez toujours contact jusque-là? Plus ou moins. Bah, après c'est des personnes, si demain je les sollicite pour quoi que ce soit. Voilà. Il y a aussi Georges Ba, un ancien international ivoirien, voilà, okay. Avec qui j'ai joué pendant longtemps, qui est aux États-Unis maintenant, qui a créé une académie, avec qui on essaye de mettre des choses en place aussi. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs, mais bon, après des Congolais reconnus ici, pas spécialement. Voilà. Mais à l'époque, je sais que quand j'étais à Sanois, on jouait souvent contre des jeunes joueurs à l'époque, comme des Youssouf Moulumbu ou comment il s'appelle, Trépi et Makonda. Makonda, voilà. Ok, voilà. Ouais. Monsieur Papi Mavoie, Makonga, entraîneur avec un diplôme BF en France, monsieur Papi Makonga, manager aussi également, monsieur Papi Makonga, éducateur, monsieur Papi Makonga, préparateur. Alors, on aimerait savoir comment ça s'est passé d'abandonner directement le football et embrasser ce monde de management, soit ce monde d'être entraîneur. Comment ça s'est passé d'abord? Alors moi c'est naturel. Hein. Ça, même quand j'étais sur le terrain, j'étais un leader. Okay. J'étais quelqu'un qui encourageait. J'ai appris à gagner. J'ai appris à gagner. J'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, dans mon club d'entente Saint-Gratien, d'avoir vécu beaucoup de montées. Okay. Beaucoup de montées. Donc ça m'a inculqué des valeurs de solidarité, des valeurs de transmission aussi. Voilà. Et moi, ça a été naturel pour moi de pouvoir passer de l'autre côté en fait. Et j'ai eu aussi la chance de jouer très tard. J'ai joué jusqu'à l'âge de 42 ans. 42 ans. Donc ça fait pas très longtemps. Donc vous avez commencé à 16 ans, voilà. mais vous êtes parvenu quand même à jouer jusqu'à 42 ans. Je jouais donc à Saint-Brice parce que j'avais pas fini mon cursus. Après j'ai fait d'autres petits clubs de niveau régional aussi, des bons clubs. Donc j'ai joué jusqu'à 42 ans et je jouais. Donc j'avais changé un peu de poste. Je suis redescendu en 6. Mais voilà. Donc et tout ce vécu-là m'a naturellement, parce que j'ai aussi eu l'intelligence entre guillemets, parce qu'on me conseillait beaucoup de penser à l'avenir. Donc j'ai passé mes diplômes, hein. C'est ça qui me permet aujourd'hui d'être toujours dans le sport à travers mon métier. Donc voilà, donc moi la transmission c'est quelque chose de... Enfin, c'est la vie, hein. La vie on est là pour transmettre aux autres ce que nous on a reçu. Et c'est pour ça c'est important d'être bien formé, de se former, d'apprendre, d'avoir des connaissances, des compétences pour pouvoir transmettre ensuite. Alors vous avez pris votre retraite depuis quelle année? Alors j'ai arrêté, là j'ai 49 ans aujourd'hui, donc ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que vous avez pris votre retraite, mais rapidement, une question de curiosité. Alors dans ce niveau de football régional, est-ce que vous étiez quand même rémunéré? Alors, il faut savoir qu'en France, je ne sais pas si je peux expliquer comment ça se passe. Il y a le niveau amateur, et après on peut être dans un club amateur et être professionnel en étant dans un club amateur. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des contrats fédéraux. Voilà. Et ça c'est selon les moyens du club. Mais après on a aussi l'opportunité, c'est que on peut travailler à côté et s'entraîner à jouer à un bon niveau. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup d'efforts aussi, travailler et s'entraîner tous les jours. Voilà. Donc moi j'ai souvent été à ce niveau-là en fait. J'ai souvent été à ce niveau-là. Donc vous jouez en football là quand on n'est payé pas encore? Alors, il y a une époque à Sanois où on faisait que du football, on était payé par le football. Mais il y a d'autres périodes, c'était aussi un choix de travailler à côté et de jouer au football en étant payé toujours. Mais de travailler aussi. Mais on n'avait pas le statut professionnel. Voilà, je reste toujours dans la curiosité. Voilà. Si vous essayez d'estimer le montant qu'on vous donnait en ce moment-là, c'était à combien? Alors, moi, le montant à l'époque... voilà. À l'époque, je touchais, j'ai pas de tabou par rapport à ça, 2500 euros. D'accord. Avec des primes de match qui allaient 240 euros. Ça montait vite, hein, voilà. C'était un niveau national.
Voilà, Fidèle Abedi. Tu as attendu évoluer en football dans le niveau régional, 2500 €. Non, ça c'était au niveau national. National. Voilà. Au niveau régional, ça peut valoir, ça peut aller dans les 1000 €, 900 €. Mais c'est pas tout c'est toujours beaucoup pour le jeune de notre pays. Parce que ici, on va arriver ici, jouer dans le niveau régional, c'est même difficile de toucher même 50 $ des salaires. Et cette fois-ci, on va maintenant parler de football solidaire comme Tim Mandiavan est en train d'illustrer des images. Alors, M. Papima Konga, on a compris d'où vous êtes, on a compris de où vous êtes sorti, on a tous compris cela. Et on aimerait maintenant savoir, c'est quoi d'abord le football solidaire? Alors, foot solidaire, c'est parti d'un constat. Okay. Nous étant en France, comme je disais tout à l'heure, par le biais du président Jean-Claude Mvoumine, donc c'est une association qu'il avait déjà créée à l'époque quand on jouait ensemble, donc depuis plus de 20 ans. Moi étant coéquipier avec lui, on voyait un peu ce qu'il mettait en place. Donc lui, il vient du Cameroun, et en fait, ça lui tenait à cœur de combattre un peu ce côté-là où souvent, on le sait tous, hein, l'importance du football aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait d'argent, parce que beaucoup de personnes pensent que on peut s'en sortir qu'à travers le football. Sauf que tout le monde ne peut pas gagner sa vie dans le football. C'est pour ça, moi, j'ai toujours tenu à travailler à côté. Parce que tout le monde ne peut pas devenir Messi. Tout le monde, voilà. Donc c'est très important ça d'éclaircir par rapport à ça. Et beaucoup de jeunes, nos jeunes frères africains rêvent, comme en France, hein, comme partout dans le monde, de devenir les futurs Mbappé. Voilà. Donc nous on avait fait des constats qu'on avait beaucoup de jeunes africains qui venaient en France ou en Europe. Il y a beaucoup d'agents véreux, j'appelle ça, voilà, des agents véreux qui n'hésitent pas à venir en Afrique, vendre du rêve aux enfants, aux jeunes, leur dire que voilà, moi je t'ai vu jouer, tu es un bon joueur, je peux te faire signer au PSG, on va faire un essai. Sauf que nous, les réalités en France ou en Europe, on les connaît. Tu peux venir en France, même si tu es un bon joueur, ça ne veut pas dire que tu vas obtenir un contrat. Nous, on a vécu ça. On a grandi en France, on a vu les difficultés, donc voilà, c'est pas aussi évident que ça. On a constaté ça, donc on a souvent des jeunes frères qui viennent pour jouer au football, mais qui se retrouvent SDF, sans travail, sans rien du tout, et qui se retrouvent à jouer aussi dans des petits niveaux. Et même nous, moi en tant qu'entraîneur, on a du mal à les faire signer dans nos petits clubs parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de situation. Donc voilà, et ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Pourquoi? Parce que la famille espère beaucoup sur eux, parce qu'ils disent tiens, il est parti en Europe, il va nous ramener quelque chose parce que là-bas il joue au football. C'est pas comme ça. Voilà. Donc nous on a décidé par rapport à ça, ça c'est un des constats, mais il y en a d'autres. On a décidé par rapport à ça, parce qu'on considère aussi que le football africain a beaucoup de talent. Tout à l'heure on parlait de l'équipe de France. Si on prend l'équipe de France, moi je ne vais pas prendre l'équipe de France seulement, je vais prendre la région parisienne, la région dans laquelle j'ai joué pendant des années. Le gros vivier qu'il y a. Et ce vivier-là, ça vient d'ici. Hein, c'est un vivier qui vient d'ici parce que le football français aujourd'hui, si ça marche bien, c'est grâce à la formation française, c'est vrai, mais les joueurs qui font un peu le football français, c'est aussi ceux qui viennent d'Afrique, pour la majorité. Donc voilà, il y a cette réalité-là. Mais même tout de Coupe du Monde gagné par la France, des euros, de ces genres de compétitions, c'était toujours des Africains. Même Zidane, c'est un Africain. Même leur dernier sacre à la Coupe du Monde, c'était des Polo Pogba, des N'Golo Kanté. Donc vous pouvez continuer. Alors. Donc c'est ça la réalité. Donc nous on a décidé, on a dit voilà, on en a marre un peu que notre football africain ne s'améliore pas, parce que nous sommes le football africain aussi, même si on a joué en France. Je suis franco-congolais, donc le Congo ça fait partie de moi, donc on ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc moi comme principe, se plaindre tout le temps sans rien faire, ça ne sert à rien. Donc à un moment donné, il faut aussi en faisant des constats, mettre à la main à la pâte, c'est-à-dire faire des actions. À travers Foot Solidaire, nous on a décidé de dire voilà, on va faire quelque chose pour le football africain, donc parce que je parle de Foot Solidaire RDC, mais aujourd'hui Foot Solidaire RDC, c'est pas que RDC, c'est 20 pays africains. Il y a le Maroc, il y a le Cameroun, il y a plus une vingtaine de pays qui ont Foot Solidaire. Voilà. Donc on a décidé, nous, de se fédérer, de se mettre ensemble pour pouvoir agir sur le football africain, en commençant par la protection des jeunes, parce que c'est les jeunes l'avenir. D'accord? La protection, elle est simple, c'est
déjà informer, sensibiliser les jeunes que voilà, il y a peut-être des gens qui vont venir vous voir ici, mais sachez que les réalités, vous ne les connaissez pas. Donc nous, on va vous donner les réalités, on va vous donner certaines réalités, on va vous accompagner aussi. On va aussi aider les clubs, les académies, pour pouvoir se structurer, pour pouvoir, voilà. Parce que je le dis aussi, hein, j'ai pas de tabou, j'ai pas de... moi, je fais ce que j'ai à faire, mais parce que nos dirigeants aussi qui gèrent le football en Afrique ne font pas ce qu'il faut. Parce que nous, on a l'exemple en France. Il y a un vrai travail qui est fait par la Fédération française de football, malgré les défauts, malgré aussi les difficultés comme partout. Mais voilà, il y a une vraie politique, il y a quelque chose qui est fait vraiment, réellement. Et nous, on ne comprend pas comment est-ce que, avec autant de talent qu'il y a ici, que les choses ne marchent pas. Je suis revenu au Congo, ça fait 2 ans, je reviens régulièrement. Et je m'imprègne aussi du football ici. Je suis aussi entouré avec des personnes qui connaissent très bien le football congolais. Et je comprends en fait, je comprends. Donc après on en parlera, mais les choses ne peuvent pas marcher, c'est impossible. C'est impossible. Alors cette structure de football est solidaire a pour quel but? C'est une structure avec son but lucratif ou soit? Alors c'est quoi vraiment? Et surtout beaucoup plus, tellement que nous sommes au Congo, on aimerait beaucoup plus qu'on parle de votre rapport, soit de votre but dans notre football. Voilà, donc l'objectif de Foot Solidaire, déjà c'est une association à but non lucratif. Nous sommes reconnus par l'État aujourd'hui, par le ministère des Sports. On a obtenu la signature de l'arrêté ministériel il y a l'été dernier, après 1 an de difficultés. Donc on a enfin réussi à... Voilà. Donc nous concrètement, on veut agir par rapport à la jeunesse, accompagner. Donc je vais lire un peu pour... oui, c'est pas un problème. Je vais dire un peu, donc, par rapport aux abus, donc je parle déjà des abus, pourquoi on protège les enfants? Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'abus sur l'exploitation économique. Voilà, l'exploitation économique, l'abandon en cas d'échec. Souvent, il y a des agents, viens, je vais t'aider, mais si ça ne marche pas, on laisse tomber le jeune, dont là-bas en Europe aussi, parce qu'il y a beaucoup de détection d'essais que les joueurs font, mais quand ça ne marche pas, on te laisse tomber. Comme dans le cas de Micha Kelly, on peut dire. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une réalité. Les arnaques au recrutement, l'immigration clandestine, parce que comme je disais tout à l'heure, des fois les joueurs vont à l'étranger, mais ils sont sans papier. Voilà, donc ils sont immigrés clandestinement, donc c'est pas normal. La discrimination par le talent, des enfants jugés peu doués sont refusés par certains clubs. Voilà, par exemple, la sélection par l'argent. Donc voilà, la sélection par l'argent, c'est-à-dire que tu me donnes l'argent, je te fais jouer, tu me donnes pas l'argent, je vais faire jouer celui qui a... Voilà. Ça aussi, ça tue un peu le football africain. Comme dans le cas de Kylian Mbappé, lorsqu'il était venu avec son père ici au Cameroun, on a conditionné à son papa de payer de l'argent. Voilà, même Claude Makélélé aussi a été victime de ça. Donc voilà, donc on sait tous que c'est des choses, c'est des pratiques qui existent depuis longtemps. L'entraînement intensif et excessif. Voilà. Hier, je discutais avec un jeune que je suis dernièrement qui s'est blessé. Je lui demande de m'expliquer sa semaine d'entraînement. Il me donne sa semaine, je dis voilà pourquoi tu es blessé. Parce que l'entraînement, on s'entraîne pas. C'est pas parce que je veux réussir que je veux m'entraîner tout le temps. Le repos fait aussi partie de l'entraînement. Ça, c'est un exemple. Donc voilà, les clubs, les éducateurs, ils ont besoin d'avoir aussi une certaine connaissance pour pas mettre des enfants ou des jeunes dans des entraînements trop excessifs. Voilà, ça c'est un exemple. La pression morale ou psychologique par l'entourage. J'ai vu encore hier des matchs à Ojana. Bref, c'est compliqué de... Voilà. Je parlais avec un des coachs en disant que moi je suis préparateur mental aussi, je ne l'ai pas dit. Je fais de la préparation mentale pour les joueurs. Donc là-bas aussi en France, je suis des jeunes joueurs sur l'aspect mental. Et les gens pensent qu'en criant sur les joueurs ou quoi que ce soit, que les joueurs vont être performants. Non, la performance, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc voilà, ça c'est la violence verbale et physique par les adultes en charge de l'encadrement, et y compris les châtiments corporels. Donc on reviendra par rapport à les agressions et abus sexuels. Voilà, nous aussi, ça c'est un objectif de pouvoir combattre. C'est d'ailleurs le sujet qu'on va finir avec ça. Voilà, la déscolarisation volontaire. Donc beaucoup de jeunes arrêtent l'école.
parce qu'ils veulent jouer au foot. Et c'est pas une bonne idée. Moi, je suis l'exemple de ça. C'est que heureusement que j'ai été au bout de mes études. Heureusement que pendant ma carrière, j'ai aussi pris le temps de me former pour pouvoir, pour l'après-carrière. Le bizutage, la négligence. Voilà, ça, c'est des exemples de choses que nous, Foot Solidaire, sur quoi on veut se battre aussi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci pour cette réponse, mais on aimerait alors savoir, juste une curiosité encore, une fois de plus. Alors, quel est votre gain à faisant tout cela? Notre gain. Alors, nous, on n'est pas là pour gagner quelque chose. On n'est pas là pour gagner quelque chose. On est là parce qu'on aime le football. On est là parce qu'on aime la sûr, monsieur Papi, que j'aime le football. Êtes-vous sûr que vous faites ces genres de trucs sans pour autant passer à tout Alors, moi j'ai un principe, hein. J'ai jamais joué au foot pour l'argent. Ok. D'accord. J'ai donné mon cursus tout à l'heure. J'ai jamais fait les choses pour l'argent. Les gens qui me connaissent en France savent que même aujourd'hui dans le club où je suis, en tant que responsable technique, je suis dans un club alors que je pourrais aller ailleurs avec mon expérience pour l'argent. Je ne fais pas les choses pour l'argent. Foot Solidaire, on ne veut pas faire les choses pour l'argent. L'argent, on peut en gagner en travaillant, en faisant autre chose. D'accord? Voilà, j'ai aussi un métier, je sais comment on peut faire pour gagner de l'argent. Et il y a beaucoup d'argent au Congo. Il y a beaucoup d'argent pour faire du business. C'est pas un business. Nous, c'est pas un business. On veut travailler, on veut donner aussi ce que le football nous a donné à la jeunesse congolaise et africaine. Voilà, le but c'est ça, c'est tout simplement ça. Et on sait que, parce qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord sur ce qui se passe en Afrique, hein, je le dis, il y a de plus en plus de jeunes Congolais ou de jeunes Africains qui prennent conscience de ce qui se passe. Parce qu'on voit aussi ce qui se passe. C'est pas normal que dans des... nous, on est aujourd'hui, l'Afrique est une ressource pour l'Europe. Hein, parce qu'on voit même, la France, ça fait des années, ils le font. Mais même des pays comme la Suisse, les Allemands, ils commencent à avoir des jeunes d'origine africaine qui jouent dans les Européens. Même l'Espagne aussi, voilà, même l'Espagne. Inaki Williams. Voilà, donc c'est pas, faut pas juste voir l'argent, c'est pas une histoire d'argent. D'accord. J'ai l'impression qu'au Congo, quand on vient avec un projet, parce que je me souviens, j'avais fait une émission aussi, on m'a posé la question, mais qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Je viens pas seulement pour gagner. Moi, gagner, ça va être que je veux impacter, je veux participer à l'évolution du football de mon pays, en fait. Parce que moi, c'est ce que le football m'a donné. Donc voilà, moi, j'ai envie de participer à ça et pas juste me plaindre de là où je suis et dire que non, ça va pas, le Congo, ça va pas. Non, on arrête de se plaindre. On fait, on agit, voilà. Moi, je suis un homme de terrain. C'est le terrain qui parle. Le football, c'est le terrain. Le football, c'est pas me mettre sur le côté et dire ah, mais lui, il a fait ça. Non, la réalité, c'est le terrain. Et pour pouvoir changer, gagner des matchs, on gagne des matchs en étant sur le terrain. Donc, je viens de plus en plus au Congo parce qu'il faut être sur le terrain. Parce qu'il faut être sur le terrain. Alors, monsieur Papi, pour passer à autre chose, quand même, football solidaire, vous recrutez quand même des joueurs ici en Afrique, soit au Congo, pour les amener en Europe. Alors, nous, on n'est pas là pour recruter des joueurs. Okay. Mais par contre, on peut accompagner. Mais avant d'arriver à ça, on a d'abord des étapes à passer. Donc, j'explique aussi les actions qu'on a mis en place. Okay. Pour l'instant, depuis qu'on existe au Congo, on a fait un tournoi qui est regroupé, parce qu'en fait, c'est une association où les équipes ou les académies doivent s'adhérer. Okay. L'adhésion est gratuite. D'accord ? L'adhésion est gratuite parce que pour l'instant, nous n'avons encore rien fait pour les adhérents, pour pouvoir leur demander quoi que ce soit. Et on connaît aussi les difficultés des clubs pour pouvoir s'en sortir au quotidien. Okay. Donc nous, on ne peut pas venir aider des clubs et dire que voilà, donnez-nous $200 ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but. On doit d'abord faire un travail de terrain avec eux et ensuite on verra comment on doit s'organiser parce que effectivement, rien n'est gratuit et voilà. Et je m'en rends compte moi-même aujourd'hui. Voilà. Donc on a fait un tournoi qui regroupait plusieurs académies. Okay. Ce qu'on avait fait parce que dans Foot Solidaire, on met en place dans chaque pays un programme qui s'appelle YOPA. Le programme YOPA, c'est Young Player Protection in Africa. C'est un programme qui est sur l'aspect social, éducatif et santé. Okay. Voilà, pour les clubs, pour les enfants des clubs, pour les familles. Voilà, c'est ça l'idée principale. Donc nous, on a fait un tournoi parce que le tournoi, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à Foot Solidaire au niveau international? C'est que chaque pays fait le même travail avec son programme YOPA et on se retrouve dans un pays qu'on aura choisi
pour faire un tournoi qui s'appelle la Yopa Cup. Donc on avait fait le tournoi local, on a sélectionné quelques joueurs de chaque équipe, d'accord. On en a fait une sélection. Okay. Malheureusement, on avait prévu là en décembre là de partir en Mauritanie, mais on rencontre les difficultés justement du début du projet parce que sans les finances, sans des finances assez costauds, on peut rien faire. Donc on est en train de changer de stratégie. La stratégie aujourd'hui, on a constaté qu'il faut malheureusement s'autofinancer parce qu'on ne va pas compter sur les gouvernements. Les gens n'ont pas confiance. Votre question de tout à l'heure, hein, je comprends. Souvent on pense qu'on vient parce que c'est ça qu'on appelle ici les associations mallettes. On vient pour prendre. Non, nous on n'est pas là pour ça. On a quand même vous faites une chose, vous prenez des images, vous les amenez en Europe, voilà. Les Blancs regardent, ce sont des gens soutenus, ils vous donnent l'argent, donc vous venez seulement ici pour organiser des choses et prendre des photos, amener là-bas. Voilà, nous on n'est pas dans ça. Et justement, pour l'instant, c'est pas ce qu'on a fait. Nous en Europe, Foot Solidaire France existe. Okay. Voilà. C'est qui le propriétaire international? Alors Jean-Claude Boumine. Jean-Claude Boumine, d'accord. Donc c'est lui que je disais, Camerounais, ancien international, ancien coéquipier. Donc voilà, c'est ça le but en fait, c'est voilà, de faire un travail de terrain au quotidien, mettre des actions en place, le programme Yopa. Et pourquoi le tournoi, la Yopa Cup? Pourquoi? Parce que ça permet chaque année de rassembler tous les pays africains qui ont foot solidaire et de mettre en avant le problème de la protection des jeunes. Donc si on parle des histoires de pédophilie, ça existe au Congo, mais ça n'existe pas qu'au Congo. Ça existe dans beaucoup de pays africains aussi, malheureusement. Voilà, et mettre en avant des problèmes. Congo, Brazzaville, voilà. Voilà, ça existe, même en France, certainement ça existe, mais il y a un travail à faire auprès des clubs, il y a un travail à faire auprès des académies. Voilà, et ce travail-là, il faut commencer. Donc nous, on a commencé, c'est difficile, on a commencé par là. Il faut aussi que les gens puissent avoir confiance, il faut qu'on nous laisse travailler, il faut qu'on nous permette aussi de travailler, de mettre des choses en place, qu'on nous aide aussi. Mais nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on va rester là, à attendre qu'on vienne nous donner la main. Donc on a créé des choses, là je donne l'information aussi. Donc le président Jean-Claude Boumine, qui écrit très bien, donc c'est quelqu'un qui a écrit des livres, même si c'est un ancien sportif, mais c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui écrit bien, donc il a écrit un scénario, une bande dessinée, de la bande dessinée dont un Congolais... si même bien va nous donner aussi, c'est là, on est en train de voir, c'est là. Voilà. Donc la bande dessinée, c'est la personne qui fait les dessins, c'est un Congolais aussi, pas de maçonnique, à qui je passe le bonjour, donc c'est quelqu'un qui a participé aussi. Je ne sais pas si vous connaissez les dessins Marvel, tout ça. Donc lui, il a déjà travaillé avec les Américains. Donc c'est un Congolais, je le dis parce qu'il faut mettre en avant aussi les Congolais qui marchent bien, qui font un gros travail dans le monde entier. Donc nous, on est en train de faire un travail par rapport à cette bande dessinée-là. Pourquoi? Parce que on se rend compte que notre organisation doit être aussi en capacité de s'autofinancer. Voilà. Donc on crée des choses, la BD qu'on va faire en 2 langues, en anglais et en français, qu'on va essayer de vendre dans le monde entier pour pouvoir avoir les financements nécessaires afin que nous puissions faire ce qu'on a à faire. Voilà, alors Monsieur Papi, Makonga, ma voix, quelles sont les embûches que vous rencontrez jusque-là qui vous empêchent à mieux faire votre travail ici au Congo? Alors les embûches, dans un premier temps, c'était au niveau administratif. D'accord? À savoir que lorsqu'on a créé l'association, j'ai mis 1 an avant d'avoir l'arrêté ministériel. Les embûches, c'est aussi, je trouve que c'est dommage, je trouve que quand on n'est pas quelqu'un ici, on n'est pas considéré. On peut venir avec un bon projet, mais si on ne vient pas avec de l'argent, on dit que voilà, nous on a beaucoup d'argent. Si on ne vient pas avec des personnes qui sont reconnues, on n'est pas pris au sérieux, on n'est pas considéré. Et après, moi je dis, c'est pas grave, nous on fait ce qu'on a. Là, c'est la fédération de football. Alors la fédération, on a essayé de prendre contact avec les personnes qui sont responsables des jeunes. On s'est déjà vu. Mais c'est Zéphyr. Mais je trouve que le projet, je le dis, les intéressait pas spécialement. Parce que vous ne leur avez pas donné de l'argent. Je ne sais pas. C'est notre pays. Nous, on est habitués à ça, Fidèle Abedi. Si vous amenez un projet, il faut chercher à leur donner de l'argent.
Mais c'est dommage. C'est ça en fait qui décourage beaucoup de Congolais qui ont envie de s'investir par rapport à certaines choses. Je vois même, même si je ne les connais pas directement, mais quand j'entends des anciens internationaux, des gens comme Makelele ou d'autres qui veulent s'investir par rapport au football, parce que je sais que ces personnes-là, ont une expérience par rapport au football. Et je le dis, je fais partie de ces personnes-là. Moi, j'ai une autre expérience que eux. Eux, ils ont peut-être l'expérience du très haut niveau. Moi, j'ai l'expérience du niveau intermédiaire et voire amateur. Parce que les réalités au niveau amateur, eux, ils ne le connaissent peut-être pas. Donc, on a tous quelque chose à faire là-dedans. On a tous quelque chose à faire. Mais j'ai comme l'impression que souvent, on vient... moi, je suis quelqu'un de très déterminé. On vient, on nous décourage et ça fait plusieurs fois que je viens. J'aurais pu être découragé depuis longtemps, mais on va continuer, on va faire ce qu'on a à faire. On ne va pas le faire parce qu'il y a un intérêt personnel, parce qu'on aime notre pays. Je suis congolais, j'ai dit je suis franco-congolais. Je suis né au Congo, ma mère habite ici, à 2 rues d'ici. Donc ça fait partie de moi, donc on ne peut pas ne rien faire. Voilà. C'est pas possible, on ne peut pas ne rien faire. Vous devez quand même faire quelque chose. Il y a certaines personnes qui viennent dans notre pays pour chercher à émerger notre football, pour chercher à mettre un peu des tenues pour le développement de notre pays. Mais il y a toujours des ambitions, il y a toujours des fédérations mallettes, il y a toujours des gens là qui demandent de l'argent. Trop de taxes, ça fait fuir parfois d'autres investisseurs. Mais il faut savoir aussi, c'est un investisseur congolais, ça, une personne qui est venue pour chercher à faire un peu développer notre football. Monsieur Papi Makunga Vwanga, si on vous demande d'établir un parallélisme entre le football de la jeunesse en Europe et ici au Congo, on doit rester comme ça. Alors, moi, je vais donner un exemple concret. Là, dernièrement, je vais m'appuyer sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ok. Moi, ça m'a fait un peu sourire. Le Congo, on a raté de partir en Coupe du Monde. Mais lorsqu'on n'a pas été qualifié, moi, j'étais pas choqué. J'étais pas choqué parce qu'il ne suffit pas de prendre des joueurs internationaux qui jouent un peu à gauche, à droite, de venir, d'en faire une équipe pour croire qu'on peut partir en Coupe du Monde comme ça facilement. D'accord ? Je pense que tout se prépare. Comme la formation des jeunes, tout se prépare. Je donne un conseil aux gens qui organisent le football congolais. Encore hier, j'en parlais avec le coach Ibenge, parce que je ne l'ai pas dit, mais le coach Ibenge est parrain de l'association. Ok, on a vu même le photo, à vous avec Jean-Florent Ibenge. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. On le voit sur le terrain, ce qu'il fait. Donc il a aussi une vision, voilà, et avec qui... je demande conseil de temps en temps par rapport au Congo parce qu'il connaît très bien le football ici. Donc voilà. Donc, tout se prépare. On commence par le plus bas âge en fait. Et ça commence par la formation. Et il faut former des éducateurs qui sont en capacité aussi de former des joueurs. Parce que je parle aussi avec beaucoup d'éducateurs qui sont ici. Il y a un manque de formation. J'ai eu l'occasion de participer une fois à une formation. C'est pas ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est le problème de formation. Voilà, il faut la formation. Et la formation, ça se fait par une politique fédérale, d'accord. Mais il faut avoir des moyens. Les moyens, c'est quoi? Les moyens au niveau des infrastructures. Nous, en France, on a la chance, on a des terrains. Dans chaque commune, il y a un terrain pour l'équipe communale. Donc du coup, ça peut nous permettre de pouvoir travailler avec les jeunes. Dans chaque ville, il y a au moins 2 terrains. Donc au Congo, c'est compliqué de pouvoir travailler s'il n'y a pas de terrain. Ça, c'est la base. Des terrains, des personnes qui sont en capacité d'encadrer correctement les Une commune avec 24 équipes, mais avec un seul terrain. Voilà, ça ne peut pas marcher. Donc la base, c'est ça. Ça commence par là. Donc si je peux faire un parallèle entre ici et là-bas en France, c'est tout simplement ça. Après, en France, il y a aussi un travail qui est fait par la Fédération française de football sur la formation des éducateurs. Il y a une politique sur la formation des éducateurs. Et ça fait des années que ça existe. Ça fait des années, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années que ça existe. Donc aujourd'hui, les résultats de la France, c'est les conséquences d'un travail qui a été mis en place, ça fait plus de 20 ans, même plus encore. Parce que je suis issu de ça. J'ai 49 ans, il y en a d'autres qui vont arriver après, je suis issu de ça. Donc il y a une formation qui est mise en place depuis longtemps. Donc il faut commencer.
Le Congo veut faire la Coupe du Monde. La prochaine Coupe du Monde, ça ne doit même pas être un objectif. L'objectif pour le Congo, ça doit être dans 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Dans 15 ans, on veut participer à la Coupe du Monde. Ben, commençons maintenant. Voilà. Prenons des enfants qui ont 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Commençons à les former, les encadrer par des personnes. Juste par exemple créer un centre de formation, juste sur la ville de Kinshasa, où on regroupe tous les meilleurs joueurs. On met un encadrement, tout ce qu'il faut autour de ces enfants-là. Je vous le dis, le Congo part en Coupe du Monde dans 10 ans. C'est tout, c'est tout. Alors, messieurs Papi, nous commençons à cheminer petit à petit vers la fin de cette mission. Avant dernière question, je vais vous demander qu'est-ce qui fait alors que nos joueurs qui sont nés là-bas ou ça qui sont partis dans le même âge que vous, ils n'aiment plus répondre à l'appel de la sélection nationale. Ils veulent directement changer de nationalité. C'est quoi d'abord qui cause cela? Alors, moi, je ne veux pas parler en leur nom, mais je me sens concerné dans cette question-là. Okay. C'est-à-dire que lorsque j'avais ma propre carrière, c'est compliqué de venir dans un environnement où vous ne vous sentez pas bien, en fait. Okay. Alors, quand je dis on ne se sent pas bien, ce n'est pas par rapport au pays, parce que les Congolais, même ceux qui sont en équipe de France, je le dis, j'en suis convaincu, ils aiment le Congo. Oui. Ils aiment le Congo. Ils aiment le Congo. Arsène Bissassi qu'on venait à peine d'appeler chez Christian Sengibembe, il avait même boycotté. Alors, ils aiment le Congo. Sauf que, c'est ce que moi je pense, c'est que c'est l'image du football congolais qui n'est pas bonne. Voilà, c'est ça la réalité. L'image du football congolais. Si on vient quelque part et à chaque fois on vient, on nous demande, il faut ça, moi-même je dois payer ça ou quoi que ce soit. C'est pas la même chose, hein. En équipe de France, les joueurs, même pas en équipe de France, même dans un niveau juste national, il y a tout ce qui est mis en place pour que les joueurs soient bien, puissent être performants en fait. Tout est mis en place pour ça. Mais moi j'ai entendu, parce que j'y suis pas dedans, j'ai entendu qu'il y a des joueurs, quand ils viennent, ils payent leurs billets eux-mêmes, quand ils viennent, ils sont dans des trucs, C'est pour ça que je reviens sur les infrastructures en fait. C'est la base. C'est que un joueur professionnel qui a certaines habitudes là-bas et qui vient ici, même si c'est son pays, l'amour qu'il a pour son pays. Donc moi je ne dis pas que c'est bien, mais ça peut être compréhensible. Voilà. Donc je pense qu'avec le temps, s'il y a vraiment une prise de conscience de la part du Congo, je pense qu'on peut vraiment faire un travail où dans quelques années on va récupérer. Parce que c'est un peu les deux. Hein. Tu prends l'exemple des Sénégalais aujourd'hui. Les Sénégalais font un travail parce qu'il y a ceux qui jouent à l'extérieur, mais il y a aussi les locaux parce que c'est des gens qui ont grandi ensemble. C'est ça qu'il faut réussir à créer. Il faut créer quelque chose ici avec un noyau qui ont grandi ensemble pour la formation. Les Mbappé, tous ces joueurs-là, le fils Thuram, c'est des gens qui se connaissent depuis tout petit. C'est des gens qui jouent en équipe de France U17, U19, ainsi de suite. Ils se connaissent depuis longtemps. Et s'il y en a d'autres qui se rajoutent, la mayonnaise, elle prend. Donc moi, je pense que c'est ça qui manque un peu. Voilà. Je pense que les jeunes Congolais de la diaspora, des fois, il y en a qui refusent parce que c'est un choix de carrière. C'est un choix de carrière. Ils disent, c'est pas que j'aime pas mon pays, mais par rapport à ma carrière, si je choisis là, je n'aurai pas la même carrière que si je choisis là. Si j'ai choisi la RDC, je ne vais pas gagner la Coupe du Monde. Mais si j'ai choisi la France, je vais gagner la Coupe du Monde. L'exemple des Nzonzi qui ne savaient même pas dans quel pays il peut se mettre dans le dernier minute. Didier Deschamps l'appelle, il part en France, il gagne directement la Coupe du Monde. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette mission. En exemple, cette thématique de la pédocriminalité, on va en parler dans les prochaines émissions. Mais quand même, vous allez regarder les caméras, dire un mot aux jeunes footballeurs congolais qui évoluent ici en République démocratique du Congo. Alors, merci pour ce... moi, j'ai envie de m'adresser aux jeunes qui ont envie de réussir dans le football. Déjà, ne jouez pas au football pour l'argent. Voilà, ne jouez pas au football pour l'argent. Jouez au football parce que vous avez de la passion pour le football, vous aimez ça. Faites-le vraiment avec amour. Et le football... des fois, le talent aussi ne suffit pas. Voilà, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de discipline. C'est vraiment ce message-là que j'ai envie. Voilà, beaucoup de discipline, beaucoup de travail. Ne jouez pas pour l'argent, d'accord? Et puis,
j'ai quand même envie aussi de leur faire passer un message, c'est qu'on ne réussit pas dans le football en touchant des fétiches. Ok. Voilà, parce que souvent on pense qu'en Europe là-bas on touche des fétiches ou alors les grands talismans. Non, c'est pas vrai, ça c'est faux. Ça c'est faux. Moi j'ai envie de vous faire passer ces messages-là aux jeunes. C'est le travail, c'est votre talent, c'est votre persévérance, c'est votre sérieux, c'est votre discipline qui va faire que vous allez réussir dans le football ou pas. Et bien sûr c'est Dieu qui permettra que vous puissiez arriver là où vous devez arriver. C'est pas en touchant des fétiches ou quoi que ce soit ou en faisant d'autres actes qui n'ont rien à voir avec le football. Voilà le message que j'ai envie de faire passer à la jeunesse congolaise. Voilà, merci messieurs, Papy. Ma voix, ma conga, c'était vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup. Quand même, ce ne sera pas votre dernière fois de passer ici. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. On est avec monsieur Papy Mavoie Makonga, monsieur manager, directeur mental, coach également. Vraiment, on était avec lui. Ça a été un plaisir. John était là, accompagné de son équipe. J'étais avec John Kanunda derrière les caméras. Fidèle Abedi et Timambi avant la régie finale. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine